L'Amérique a créé le billet mondialiste le plus cher de l'histoire du sport, puis a vu son propre président dire qu'il ne le paierait pas non plus. Cette phrase résume presque tout ce qu'il faut comprendre du cirque politique autour de la Coupe du Monde 2026. Un tournoi censé servir de vitrine triomphale des infrastructures américaines et qui ressemble désormais, semaine après semaine, à l'audit au ralenti de promesses brisées. La phase à élimination directe a commencé le week-end dernier et le football offre du spectacle. Le Maroc a surpris le Canada, la France a maîtrisé le Paraguay et les supporters des 11 villes hôtes assistent à certaines des plus belles affiches jamais jouées sur le sol américain. Mais sous les résumés se déroule un second tournoi. Il n'a presque rien à voir avec les buts, et beaucoup à voir avec les visas, les tarifs ferroviaires, les tableaux de réservation des hôtels et un président qui ne cesse de commenter le prix des billets d'un sport qu'il n'a jamais prétendu aimer. Commençons par les trains, car là, la dimension politique de cette Coupe du Monde est devenue impossible à ignorer. New Jersey Transit avait une mission simple, transporter quelques 40 000 supporters par match de Penn Station à New York jusqu'au MetLife Stadium dans le New Jersey, hôte de la finale du 19 juillet. Cet aller-retour d'environ 29 km coûte normalement moins de 13 $. Pour la Coupe du Monde, l'agence a fixé d'abord le billet aller-retour à 150 $, plus de 11 fois le tarif normal. Quand ce chiffre est sorti, il a fait les titres internationaux en quelques jours et la gouverneure du New Jersey a dû négocier publiquement avec des sponsors privés pour limiter le désastre d'image. DoorDash, Audible et l'entreprise de paris sportifs FanDuel ont versé assez d'argent pour baisser le prix à 98 $. Arrêtons-nous une seconde. Une ligne publique de train de banlieue, financée par l'impôt, a eu besoin d'une appli de livraison, d'un service de livres audio et d'une société de paris pour subventionner le billet et le faire passer d'absurde à seulement scandaleux. Les conséquences ne se sont pas arrêtées au billet. Penn Station a fermé aux usagers ordinaires 4 heures avant chaque match au MetLife. Des employeurs du corridor menant au stade ont demandé à leurs employés de travailler à domicile les jours de match, réorganisant la vie quotidienne de milliards d'habitants du New Jersey autour d'un tournoi auquel ils n'assisteront peut-être jamais. Et malgré tout, les trains n'ont pas été pleins. Et après le match Brésil-Maroc, une grande affiche de la phase de groupes au MetLife, des médias locaux ont signalé des voitures loin de leur capacité, ce qui laisse penser que beaucoup de supporters locaux ont choisi la voiture. Or, la voiture n'était pas bon marché non plus, puisque la FIFA a interdit le stationnement des supporters dans les parkings du stade et a laissé les parkings voisins à des opérateurs privés qui facturaient jusqu'à 225 $ la place. Certains ont préféré payer plus du double du tarif du train pour rester bloqués dans le trafic du New Jersey plutôt que d'utiliser le système ferroviaire conçu pour eux. Vient le contre-coup politique, car l'histoire cesse de parler seulement de transport et devient une question de responsabilité. New Jersey Transit a reconnu publiquement que ces hypothèses venaient directement de la FIFA et de l'entreprise privée qui gère le stationnement autour du complexe du stade, et que ces chiffres étaient faux. L'agence a révélé que les navettes de Coupe du Monde pendant 8 jours de match seulement en juin et juillet coûtera environ 62 millions de $, une facture pour un organisme déjà face à un déficit pour le prochain exercice. Ajoutez à cela la hausse des tarifs de début juillet, 3% sur tout le réseau, et troisième année consécutive de hausse pour les usagers du New Jersey, et l'on comprend pourquoi le financement des transports est devenu un dossier politique sensible avant les élections de mi-mandat de cette année. Des passagers sans le moindre billet de Coupe du Monde paient désormais plus cher au quotidien, parce qu'un organisme sportif mondial a transmis à une agence publique des prévisions jamais conformes à la réalité. L'histoire hôtelière suit une trajectoire similaire, même si elle a connu un tournant intéressant au fil du tournoi. Au printemps, l'American Hotel and Lodging Association a sondé plus de 200 établissements dans 11 villes hôtes et a constaté qu'environ 80% étaient sous leurs propres prévisions, un chiffre frappant pour ce qui était vendu comme le plus grand événement sportif de l'histoire américaine. Kansas City affichait de loin les pires résultats. Entre 85 et 90% des hôtels
signalèrent des réservations inférieures à un été normal sans grand événement. On a ensuite appris que la FIFA elle-même avait annulé en février près de 3/4 de ses blocs de chambres réservés dans la métropole de Kansas City, remettant ces chambres sur le marché et donnant au déficit une apparence plus spectaculaire qu'en réalité. Voici le retournement que les premiers chapitres ne pouvaient le prévoir. Quand le tournoi a atteint la phase à élimination directe, les chiffres hôteliers à Kansas City ont commencé à remonter. Avec l'Argentine sur place en 32e de finale, les réservations sur les jours autour du match ont bondi de plus de 100% par rapport à la même période un an plus tôt, selon l'Office du tourisme de la ville. Ce n'est pas le boom économique national promis par la FIFA, mais c'est une reprise réelle et mesurable pour une ville qui a longtemps été l'avertissement le plus visible du tournoi. La leçon de ce redressement est presque plus intéressante que le déficit initial. Les grandes équipes et affiches peuvent sauver les chiffres d'une ville haute, mais dans la dernière ligne droite seulement et seulement pour les villes assez chanceuses pour recevoir d'un match majeur. Ailleurs, l'écart entre les projections et la réalité est devenu le prix à payer pour travailler avec la FIFA. Au niveau national, le tableau reste plus dur qu'espéré par les organisateurs. Des enquêtes sectorielles à la fin de la phase de groupe montrent que la majorité des hôteliers interrogés citent les retards de visa et les tensions géopolitiques, et non le manque d'intérêt, comme raison principale de l'absence de voyageurs internationaux. Le tourisme entrant aux États-Unis avait reculé de plus de 5% l'année précédente et le tournoi devait inverser cette tendance. À la place, des économistes spécialistes de l'impact des méga-événements, notamment des chercheurs du College of the Holy Cross, rappellent que les premières projections pour ce type de tournoi sont presque toujours trop optimistes. L'élargissement à 48 équipes a aggravé le problème en produisant plus de matchs à faible visibilité, avec un intérêt limité et une demande de voyage réduite. Le Council on Foreign Relations estime que l'impact économique réel du tournoi atteindra environ un tiers de la projection FIFA initiale de 40 milliards de dollars, un écart capable de modifier la manière dont de futurs pays hôtes envisageront une candidature. Si les trains et les hôtels incarnent le côté économique de cette histoire, le traitement des joueurs et des officiels à la frontière américaine en constitue le chapitre le plus explosif politiquement. Un attaquant irakien a été retenu près de 7 heures à l'aéroport international O'Hare de Chicago, son téléphone inspecté pendant que les agents déroulaient leur série de questions. Le photographe de l'équipe a aussi été retenu pendant des heures avant de se voir refuser l'entrée, sans pouvoir documenter la première participation de son pays à une Coupe du Monde depuis des décennies. Quand des journalistes ont demandé des explications aux services américains des douanes et frontières, un porte-parole a donné une réponse qui ne satisfait personne, disant seulement que les décisions d'admissibilité sont prises au cas par cas. Un officiel somalien désigné pour arbitrer le tournoi s'est vu refuser l'entrée et n'a jamais atteint la pelouse. Ce qui signifie que le processus d'accréditation de la FIFA a été supplanté par la politique migratoire du pays choisi par la FIFA comme co-organisateur. Rien n'a mieux résumé la tension de ce tournoi que l'expérience iranienne, même si elle comporte un post-scriptum important qui change son interprétation aujourd'hui. La sélection iranienne devait installer sa base en Arizona, mais des complications de visa touchant de hauts responsables de la fédération de football ont forcé un revirement, et l'équipe s'est retrouvée basée de l'autre côté de la frontière, à Tijuana, au Mexique. Elle n'entrait aux États-Unis que les jours de match pour ses 3 matchs de groupe à Los Angeles et Seattle. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a confirmé l'arrangement, marquant la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'un pays hôte refusait de fait d'héberger sur son propre sol une équipe participante pendant tout le tournoi. Les joueurs portèrent de petites épinglettes portant le nombre 168, en hommage aux victimes d'une attaque contre une école dans leur pays, et leur hôtel est resté sous haute sécurité pendant leur séjour. La tension diplomatique autour de la participation iranienne montait encore début juin lorsque le capitaine de l'équipe s'est présenté devant la presse après le dernier match de groupe de l'Iran et a qualifié l'expérience de désastre. Il a reproché à la FIFA de ne pas avoir réglé de graves problèmes hors terrain, des longs déplacements constants entre des villes éloignées au traitement hostile à la frontière.
Il a notamment pointé l'interdiction d'afficher dans le stade l'emblème traditionnel du lion et du soleil lors du match d'ouverture de l'Iran contre la Nouvelle-Zélande. Une friction symbolique révélatrice de la sensibilité politique autour de la présence iranienne dans un tournoi organisé aux États-Unis. Ce qui rend cette histoire importante aujourd'hui, c'est le changement survenu ensuite. Une semaine après la signature d'un accord de paix ayant apaisé les hostilités impliquant l'Iran, le Department of Homeland Security a assoupli des restrictions de voyage visant la délégation iranienne, autorisant les joueurs à entrer dans le pays un peu plus tôt que sous la règle stricte d'arrivée, et départ le même jour appliqué aux premiers matchs. C'est un ajustement limité, mais il montre combien ce tournoi a été façonné par des développements diplomatiques et militaires en direct, à des milliers de kilomètres du moindre stade. Rien de tout cela ne s'est passé dans un vide politique, et l'homme au centre de la politique américaine n'a jamais été du genre à rester hors de la conversation. Le président Trump a répété que ce mondial était la plus réussie de l'histoire, citant la FIFA, selon laquelle environ 5 millions de billets ont été vendus comme preuve d'une demande sans précédent. Pourtant, dans le même souffle, quand on l'a interrogé sur le prix d'un billet pour le match d'ouverture de son propre pays contre le Paraguay, des billets dont la catégorie la moins chère dépassait 1 000 $, Trump a reconnu ne pas connaître le montant et a dit franchement qu'il ne le paierait pas non plus. La déclaration est tombée quelques jours après que le président de la FIFA, Gianni Infantino, allié de longue date du président, a défendu publiquement le modèle de tarification dynamique du tournoi à une grande conférence économique à Beverly Hills, créant un des désaccords publics les plus visibles entre les deux hommes depuis le retour de Trump au pouvoir. L'histoire des prix a encore escaladé. En avril, le prix maximal d'un billet pour la finale avait grimpé près de 11 000 $, presque 7 fois le plafond de 1 550 $ promis par les organisateurs dans la candidature nord-américaine initiale, quand les États-Unis, le Canada et le Mexique concouraient pour accueillir le tournoi. La revente a poussé l'absurde plus loin, avec certains sièges pour la finale proposés sur la plateforme officielle de revente de la FIFA à des prix proches de 2 millions de $ chacun. Un seul siège au premier rang pour un match antérieur à Houston aurait été vendu 32 000 $. Le prix moyen des billets de finale tourne autour de 13 000 $, contre 1 600 $ pour une place équivalente lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar. Pour un président qui a bâti une grande partie de son identité politique sur la défense des Américains travailleurs, admettre publiquement que même lui juge les prix du tournoi indéfendables a été notable, offrant aux critiques un argument rare capable de franchir les lignes partisanes. Arrêtons-nous sur ce que tout cela dit du rapport profond entre sport, politique et image nationale dans l'Amérique de 2026. La FIFA a vendu aux villes hôtes et au gouvernement fédéral l'idée d'un tournoi capable de générer une immense manne économique, d'apaiser les relations diplomatiques tendues par le pouvoir unificateur du sport et d'installer les États-Unis comme capitale incontestée du football mondial pour une génération. À la place, le tournoi est devenu un cas d'école en temps réel sur ce qui arrive quand des projections optimistes se heurtent au contrôle migratoire, au budget de transport et à des tableaux d'occupation hôtelière récalcitrants. Chaque fil narratif de cette Coupe du Monde, la colère sur les prix, les détentions frontalières, les hôtels sous les attentes et les transports dépassés, renvoie à la même cause, l'écart entre ce que les organisateurs avaient promis et ce que les infrastructures et le système migratoire du pays pouvaient nous fournir. Pour la suite de la phase éliminatoire, plusieurs dossiers sont à suivre. L'affluence et les réservations d'hôtels devraient rebondir modérément lors des grandes affiches restantes, surtout celles impliquant l'Argentine, le Brésil, la France ou l'Angleterre, des équipes suivies par des bases de supporters immenses et organisées et capables de remplir des chambres rapidement. Ce rebond ne suffira sans doute pas à combler l'écart structurel entre les projections initiales de la FIFA et les performances économiques réelles du tournoi. Les coûts de transport du New Jersey deviendront presque sûrement un vrai sujet de campagne avant les élections de mi-mandat de cette année, surtout là où les usagers ont subi la même année une hausse tarifaire et une surcharge liée à la Coupe du Monde. Plusieurs procureurs généraux examineraient
les pratiques de billetterie et de revente liées au tournoi, et les premières conclusions d'au moins une de ces enquêtes pourraient tomber avant le coup de sifflet final du 19 juillet. Cette finale au MetLife Stadium devant la plus grande audience télévisée mondiale jamais vue pour un événement sportif se jouera là où le train coûte 98 $, le parking 225 $ et le billet le moins cher disponible frôle les 5 chiffres. L'ironie s'écrit toute seule. Un tournoi construit, du moins dans son marketing, sur l'idée d'apporter le jeu du monde aux supporters américains ordinaires, finira devant davantage de téléspectateurs à domicile que n'importe quelle finale de Coupe du Monde, parce qu'assister sur place a été rendu financièrement et logistiquement inaccessible aux supporters pour lesquels il disait être conçu. La FIFA a bâti une grande fête étincelante, puis a refermé la porte d'entrée derrière un mur de surtaxes de transport, d'algorithmes hôteliers et de contrôles frontaliers, avant de s'étonner que tant de voisins n'y soient pas venus. Il existe aussi un courant politique plus large qui mérite attention, car la relation entre Gianni Infantino et l'administration Trump est devenue une des alliances les plus inhabituelles de la gouvernance sportive moderne. Infantino est apparu aux côtés de Trump à plusieurs événements à la Maison-Blanche depuis le retour du président, et le président de la FIFA a salué publiquement la gestion logistique de l'administration, alors que sa propre organisation essuie des critiques sur les prix, le calendrier et les hôtels. Les détracteurs estiment que la FIFA a externalisé ses problèmes de communication à une Maison-Blanche amie, tout en déplaçant la responsabilité des défaillances d'infrastructures vers des transports locaux et des municipalités qui avaient encore peu de prise sur les prévisions initiales de demande de la FIFA. Les partisans rétorquent qu'un gouvernement fédéral coopératif a limité des blocages de visas et de sécurité qui auraient pu être pires, citant la résolution des restrictions de voyage imposées à l'Iran comme preuve qu'une souplesse diplomatique, même réticente, peut résoudre de vrais problèmes quand la volonté politique existe. La question du contrôle migratoire a pris sa propre existence au-delà des détentions individuelles de l'attaquant irakien et de l'arbitre somalien. Des organisations de défense des libertés et plusieurs fédérations internationales de football ont exprimé leur inquiétude face à l'approche au cas par cas des services américains des douanes et de la protection des frontières, une méthode neutre sur le papier, mais qui aurait touché davantage des voyageurs de pays en tension ou en friction diplomatique avec Washington. Jusqu'ici, la FIFA a refusé de critiquer en détail les politiques frontalières de son pays hôte, se limitant à dire sa confiance dans la résolution des problèmes logistiques avant la fin du tournoi. Ce silence est devenu un sujet, plusieurs commentateurs soulignant qu'une organisation prête à sanctionner des fédérations entières pour des infractions d'équipement ou le comportement du public s'est montrée très discrète sur les détentions concernant ses propres athlètes et officiels accrédités. Sur le plan sportif, la phase à élimination directe a donné aux supporters de quoi parler hors politique. La victoire du Maroc contre le Canada en 32e de finale a prolongé le parcours surprenant des équipes africaines dans ce tournoi, tandis que le succès maîtrisé de la France contre le Paraguay a renforcé son statut de favorite avant les quarts de finale. L'Argentine, championne en titre, continue d'attirer certaines des foules itinérantes les plus nombreuses et enthousiastes du tournoi, ce qui explique pourquoi les villes ayant la chance d'accueillir ces matchs, dont Kansas City, ont connu une hausse aussi brutale et brève de la demande hôtelière. La progression anglaise maintient les diffuseurs et supporters britanniques mobilisés malgré les plaintes logistiques, et les rencontres à Los Angeles, Atlanta et Arlington s'annoncent parmi les plus suivies de toute la compétition, alors que le tableau se resserre vers les demi-finales de mi-juillet. Quoi qu'il arrive sur le terrain au cours des 2 prochaines semaines, le bilan politique et économique de cette Coupe du Monde est déjà très différent de celui que la FIFA avait dessiné quand elle a attribué le tournoi aux États-Unis, au Mexique et au Canada il y a des années. Une candidature conjointe construite sur infrastructures partagées et retombées communes a produit en fait une mosaïque ville par ville de gagnants et perdants. Une agence de transport face à une crise budgétaire, une industrie hôtelière qui n'a trouvé du répit qu'avec l'arrivée des grandes équipes, et une intrigue diplomatique autour de l'Iran qui a évolué en temps réel, au rythme d'événements géopolitiques loin des stades.
La finale du 19 juillet sacrera le champion. Elle ne tranchera pas le débat sur ce tournoi, a tenu les promesses faites au pays, qui a passé des années et dépensé des milliards de dollars pour l'accueillir.